Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 29 novembre et voici les titres de ce journal. Plus 121 millions d'euros de chiffre d'affaires pour la SBM. Voici la différence entre les résultats semestriels du 1er avril au 30 septembre 2022 par rapport au premier semestre de 2021. Pour développer cela et parler des perspectives d'avenir, nous recevrons Jean-Luc Biamonti. Nous ferons le bilan du colloque de lundi de l'Union pour la Méditerranée qui s'est tenu au musée océanographique avec pour thème principal l'emploi des jeunes et des femmes. Un dépistage du VIH en quelques minutes, c'est possible. Vous le verrez dans un reportage avec l'opération de communication Test in the City. Écoute, cancer et réconfort fête ses 30 ans d'attention auprès de personnes en détresse morale. Nous serons avec la présidente de l'association, Valérie Barilaro. Le gouvernement reconduit son partenariat avec l'application Carlo pour sa prime de Noël, auprès notamment des fonctionnaires et agents de l'État. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo fera son grand retour après 2 années d'absence, du 20 au 29 janvier. En rugby à 7, l'équipe des Impies, soutenue par la Fondation Princesse Charlène, défendra ses chances au Dubai Rugby 7. Nous avons assisté au dernier entraînement des joueurs avant de s'envoler pour les Émirats. Et enfin, nous vous présenterons la prochaine programmation de l'Institut audiovisuel en partenariat avec le Monte Carlo Jazz Festival, un hommage à Chet Baker, ce génie de la trompette, avec le film Let's Get Lost, ce jeudi 20h30, salle Garnier. Mais avant de développer ces titres, vous l'avez peut-être constaté, suite à une maintenance, l'opérateur Monaco Télécom a cessé de fonctionner ce mardi après-midi. Une importante coupure électrique a perturbé les communications entre 14h34 et 15h15. L'ensemble des équipes se sont immédiatement mobilisées. Les impacts ont été importants. La moitié des antennes mobiles se sont éteintes. À partir de 15h30, les services sont progressivement revenus à la normale. À 17h, seule une partie des numéros fixes fonctionnant sur les anciennes technologies restait injoignable. Nous venons de recevoir les résultats semestriels du 1er avril au 30 septembre 2022 de la SBM. Un chiffre d'affaires en forte augmentation par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Il est à un peu plus de 432 millions d'euros contre 311 millions d'euros pour l'exercice précédent, avec une augmentation que ce soit dans le secteur des jeux, secteur hôtelier ou locatif. Pour développer tout cela, nous recevons le président du groupe Monte Carlo SBM. Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de présenter les résultats semestriels du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. On s'était rencontrés à la fin de l'été. Vous nous annonciez déjà de bons résultats. Là, on peut dire que c'est une confirmation. Oui, on est mieux que la période pré-Covid, à la fois en chiffre d'affaires et encore mieux si on regarde au niveau des résultats, où on fait les meilleurs résultats jamais faits. Parce que la meilleure année, c'est 2007-2008 pour la société. C'est avant l'interdiction de fumer dans les casinos, qui déclenche tout de suite une baisse de 20% des revenus des casinos. Et on est revenu mieux que l'année record de tous les temps de la SBM. Quelle est votre analyse? Dans ce résultat, tous les secteurs contribuent. Oui. Bien entendu, le locatif qui nous a aidés pendant la période de Covid, mais maintenant, on a une très forte reprise de l'activité hôtelière et restaurant. C'est probablement eux qui... C'est pas probablement, c'est eux qui font la plus forte reprise sur ces 6 mois-là. Les jeux font une bonne performance. Dans l'activité jeu, il y a toujours un élément chance, ce qu'on appelle nous le hold ou l'aléa. Et sur les 6 mois dont on parle, on a des très bons chiffres, mais on a eu un peu moins de chance que les 6 mois de l'année dernière. Donc voilà, les jeux en petite progression, l'hôtellerie en très forte progression et les loyers stables en légère progression. Mais l'ensemble des secteurs contribuent au résultat record de la société. Une année record, mais en plus, vous avez revendu vos parts de Betclic. Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, donc on fait l'année record d'un point de vue opérationnel. On n'a jamais fait autant de bénéfices au niveau de la société. Mais en plus, nous avons conclu en juin 2022 la cession de nos parts de Betclic, qui représente un profit de 820 millions supplémentaires. Donc il y a non seulement une société qui gagne de l'argent, mais qui a dans son trésor de guerre 820 millions. Donc c'est un bon moment pour en prendre la direction. On peut dire là que l'on est sorti de la crise, ou c'est trop tôt pour le dire? Non, on est sorti de la crise. Alors maintenant, s'il y a la 25e vague qui arrive, je ne peux pas vous dire, mais à l'instant T, on est sorti de la crise. La boîte est bien restructurée. On est en bonne position pour profiter des mois à venir. M. Chérif, Yannick Aleno y ont contribué. Sont des nouveautés finalement concluantes? Oui, les deux sont des nouveautés très concluantes. La preuve, c'est qu'on a re-signé déjà M. Sharif pour l'été prochain. On va faire quelques travaux supplémentaires à la fois dans les cuisines pour élargir un tout petit peu la carte et sur la terrasse. Et Yannick Aleno, on a fait les travaux l'hiver dernier, donc on a maintenant le concept du pavillon. Et on est le 2e pavillon
dans le monde. Et moi, j'ai déjeuné avec lui ce week-end et il va ouvrir l'année prochaine à Londres. Donc, il y aura un 3e pavillon à Londres. Je fais la publicité de Guinness. On peut parler des fêtes de fin d'année. Que va-t-il se passer du côté de la SBM? C'est la plus grosse semaine de l'année. D'accord. Donc, c'est une semaine très importante. Et oui, nous allons célébrer. Alors, premièrement, vendredi soir, nous illuminons la place du Casino. On avait prévu une patinoire. Et puis, vu les circonstances, on a bien entendu suivi les recommandations du gouvernement. Et nous avons transformé notre patinoire en roller skate. C'est peut-être un peu moins glamour, mais ça peut être très sympathique aussi. Donc tout ça, ça ouvre vendredi soir. Et ensuite, les fêtes traditionnelles, les galas pour le Sporting, le 31-12. Pour le moment, ça se présente bien. Les fêtes de fin d'année se présentent bien. J'aimerais que l'on parle, si vous le voulez bien, aussi du Café de Paris. Où en est-on des travaux? Les travaux sont... Alors, on vérifie ça tous les jours. Hein, je me repose sur les équipes, mais qui font un travail extraordinaire. À ce jour... je sors d'un conseil d'administration, donc on a vérifié ce point. À ce jour, on est dans les délais, c'est-à-dire qu'on est toujours en bonne forme pour pouvoir ouvrir fin juin. Et malheureusement, les coûts ont augmenté, puisqu'il y a des problèmes de matières premières, d'acheminement, donc les coûts sont plus élevés. Mais nous avons compensé cette montée des coûts, on a réussi à développer quelques surfaces commerciales supplémentaires, notamment sur la place du Casino. On a agrandi une des boutiques, on a trouvé une petite boutique où on pensait mettre les journaux, où on va faire venir un autre locataire. Ce qui fait qu'avec l'accroissement des mètres carrés et donc les droits au bail correspondant à ces mètres carrés supplémentaires, on continue à être dans l'objectif qu'on s'était fixé, à savoir les droits au bail financent l'intégralité des travaux du Café de Paris, même après augmentation. Alors Stéphane Valéry est arrivé il y a quelques semaines au sein de la SBM. On peut déjà parler de passation de pouvoir? Absolument, nous faisons tout ensemble. Il n'y a pas de meeting important sans qu'il y participe. Parce que tout implique 2023 où moi je ne serai plus là. Donc il faut qu'on soit tous ensemble et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Alors, il devrait prendre la tête de la SBM le 1er avril. Qu'en est-il vous concernant? Quel est votre avenir? Vous allez rester au sein de la SBM? Vous quittez la SBM? Qu'en est-il de votre avenir? D'abord, je vais tout faire pour que ce soit avant le 1er avril et que ce soit plus rapide que ça, parce que je pense que ça fait 2 mois que nous sommes dans cette position. Il ne faut pas que ça s'éternise. Et moi, j'ai plein de projets en dehors de la SBM. Non, moi, je quitte la SBM, mais j'ai déjà trop de choses à faire par ailleurs. Donc, il faudra que je fasse le tri dans mes autres activités. Jean-Luc Biamonti, merci. Merci beaucoup. On le rappelle, la SBM a réalisé un chiffre d'affaires de 121 millions d'euros de plus que l'exercice de l'année précédente à la même période. Il en était question avec notre invité lundi. La Méditerranée était au cœur d'un colloque organisé au musée océanographique. Un retour dans ce reportage sur les temps forts et surtout les thèmes clés qui ont marqué cette journée en présence du prince Albert II et de sa sœur, la princesse de Hanovre. Reportage de Sandrine Nègre et Marie-Ève Béé. Emploi, femmes, jeunes, migration, la Méditerranée est aujourd'hui au cœur de plusieurs préoccupations qui impliquent des actions de solidarité et d'humanité. Dans son discours, la princesse de Hanovre a rappelé que c'est en progressant ensemble que cette région deviendra plus forte, plus prospère et plus inclusive. C'est une journée qui a été extrêmement riche d'un point de vue scientifique et technique, d'un point de vue de la richesse de la coopération, surtout culturelle, et de l'impact que peut avoir, notamment pour ce qui est de ce matin, le patrimoine sur les mécanismes de développement économiques et sociaux sur un territoire donné. Et pour justement améliorer les situations dans plusieurs pays bordés par la Méditerranée, différentes solutions, comme celle de la formation, pour permettre une meilleure insertion professionnelle. Je trouve que c'est un très beau message et je trouve que c'est vraiment l'essence même de ce qu'est l'Union pour la Méditerranée. Et quelque part, à travers cet appel à collaborer les uns avec les autres, nous sommes dans l'esprit de l'Union pour la Méditerranée. Donc je pense que c'est ça que je retiens et c'est pour ça que ces journées de la Méditerranée ont rempli leur rôle. Célébrer la Méditerranée, c'est donc s'unir pour elle, son patrimoine et les populations qui souhaitent améliorer leur situation et celle de leurs enfants. En bref, concernant la Covid-19, le taux d'incidence est en hausse. Il était de 240 la semaine précédente et il est cette semaine de 401. On le rappelle, c'est sur une base de 100 000 personnes. Je vous donne un rendez-vous ce samedi 20h à l'Auditorium Régnier 3 pour un concert dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées. Et cette année, la 11e rencontre monégasque du handicap a pour thème « Musique
et déficience visuelle. La musique élargit le champ de vision. Vous pourrez le constater avec le concert du pianiste de jazz non-voyant Monsef Genoux. Je le rappelle, ce samedi 20h à l'auditorium Régnier 3. Et toujours dans les idées sorties, ce jeudi, vous pouvez vous rendre au Théâtre Princesse Grace pour découvrir la pièce The Normal Heart. Nous sommes à New York en 1981. Une épidémie sans nom, pas encore, décime la communauté homosexuelle. C'est une pièce en français dont les profits iront à l'association Fight AIDS Monaco dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Restons dans cette thématique direction Fontvieille où l'opération Test in the City s'est déroulée. Le but étant de sensibiliser la population au risque de contamination au VIH en proposant la réalisation d'un test rapide. Vanessa Dessy et Lionel Bernardi se sont rendus sur place. Il s'agit de réaliser un test rapide et anonyme. L'association Fight AIDS Monaco a renouvelé son opération Test in the City afin de sensibiliser la population au dépistage du VIH. Le principe de Test in the City, c'est une opération qui a été organisée en 2012, me semble-t-il, par l'association Fight AIDS Monaco. Et l'objectif, en fait, est d'inciter les gens à venir se faire dépister. Voilà, donc pour voir s'ils ont pris des risques, pas des risques. Les jeunes semblent de moins en moins concernés sur les risques du VIH. Le message adressé aux nouvelles générations est donc fort. L'information semble cruciale dans la lutte contre cette pandémie toujours existante. Les nouvelles générations, maintenant, ils ne sont pas vécu l'époque des années 80-90. Et maintenant, je parlais avec des jeunesses, des filles qui disent « Oui, mais si je m'infecte, ça ne fait rien parce qu'il y a un médicament. » C'est les ancêtres, en fait, qui ont eu cette maladie, alors que non. Alors que, voilà, moi j'ai connu des gens, c'était premier rapport une fois, quoi. Première fois, ben voilà. Donc ça n'arrive pas tous les jours, mais ça arrive. Donc il faut faire attention. L'opération Test in the City sera renouvelée à la saison estivale. Du sida, nous allons parler d'un autre fléau de ce siècle, même du siècle dernier, le cancer. C'est un traumatisme pour la personne concernée et ses proches. Et depuis 1992, depuis 30 ans, l'association Écoute Cancer Réconfort apporte un soutien moral. Pour célébrer cette date anniversaire, nous sommes avec la présidente de l'association, Valérie Barry-Larraud. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Cette année, Écoute Cancer Réconfort fête ses 30 ans. Que faut-il retenir de ces 3 décennies ? C'est 30 ans d'action, 30 ans d'évolution en fait, puisque l'association n'a fait que s'adapter depuis ces 30 dernières années, avec un démarrage au début, alors voilà, avec une écoute téléphonique, avec ce qu'on faisait il y a 30 ans. Et puis au fur et à mesure, des bénévoles se sont ajoutés pour faire des visites à l'hôpital de jour pendant les traitements de chimiothérapie des patients. Et puis encore après, l'ouverture de l'espace mieux-être en 2009, où là, cet espace mieux-être est un lieu d'accueil de jour qui est non médicalisé, mais où nous accueillons les patients ainsi que leurs accompagnants qui sont atteints de cancer pour leur offrir gratuitement des soins de support. Tout ceci, bien sûr, pour les aider à mieux vivre leur maladie et surtout tous les effets secondaires liés au traitement. Vous écoutez les personnes malades, vous écoutez les familles également ? Oui, aussi, bien sûr. En fait, on peut très facilement, on fait des groupes de parole qui se font complètement naturellement. Donc, on a nos patients qui viennent, ils viennent parfois accompagnés ou pas, ça dépend, c'est leur choix. Et quand nous recevons les accompagnants, oui, très souvent, ce sont un peu plus des groupes de parole, mais ils peuvent voir notre psychologue également, ils peuvent avoir des soins énergétiques, ils peuvent faire des activités sportives également avec nous s'ils en ont envie. Cela leur permet de mieux comprendre tout ce qui se passe, en fait, pour soit la personne malade, soit celle qu'ils accompagnent. À quel point une personne atteinte a besoin à ce point comme ça d'une écoute et d'un réconfort ? J'ai envie de dire que c'est essentiel. Parce que essayer de combattre la maladie tout seul, c'est bien beau, mais on a besoin d'avoir une oreille, on a besoin d'avoir une épaule, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide justement à vous soutenir, parce que ce sont des hauts et des bas. Il y a des moments où la personne va pouvoir bien supporter ce qu'on lui annonce, et puis quelques jours après, elle peut avoir vraiment une redescente parce que c'est trop dur. Et puis malheureusement, par rapport au cancer, il y a toujours la petite épée Damoclès, même la grosse épée Damoclès. Il y a quand même toujours la peur de la mort, et le fait de pouvoir justement avoir des professionnels avertis ou des bénévoles formés à cette écoute, c'est vraiment essentiel pour pouvoir justement faire tout ce travail d'accompagnement. Justement, qui sont les oreilles bienveillantes comme ça Vous avez parlé d'épaules aussi, alors les épaules bienveillantes.
Il y a les bénévoles d'un côté qui sont formés, qui ont une formation spécifique justement à l'écoute, et puis les professionnels, puisque nous avons des salariés à l'association, et dont la psychologue qui en fait partie, également la personne qui s'occupe des soins énergétiques, qui fait de la réflexologie plantaire, qui en fait fait énormément de soins comme ça de support, la socio-esthéticienne également, puisque ça c'est une activité qui est nouvelle et que nous avons en partenariat avec le CHPG depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc elle intervient et à l'hôpital et en fait à l'espace mieux-être. Et ça, c'est un soutien énorme parce qu'on va travailler sur l'estime de soi, on va travailler sur tous les bobos du quotidien, toutes les petites douleurs, tous les problèmes de peau, d'ongles, les problèmes liés à la perte de cheveux. En fait, on n'imagine pas tout ce qu'il peut y avoir en effet secondaire du quotidien, dont parfois même les malades ne parlent même pas à leur famille. Alors écoute, Cancer et Confort à 30 ans, vous l'avez dit, a évolué. La maladie, les traitements ont évolué aussi, vous avez pu le constater ? Oui. Les traitements ont énormément évolué. D'ailleurs, on le voit déjà tout simplement sur les chutes de cheveux. Il y a moins de chutes de cheveux. Il y a certaines thérapies seulement qui ont ça comme conséquence, mais ça a énormément évolué. Il y a un petit peu moins, alors il y a toujours des effets secondaires bien sûr, mais certains sont un petit peu moins violents. Et puis surtout les protocoles. On n'a plus du tout les mêmes types de protocoles. Il y a des choses complètement différentes. La médecine évolue très très vite actuellement à ce niveau, et c'est tant mieux parce que ça permet des perspectives d'avenir bien plus importantes. J'imagine quand on est atteint de cette maladie, on doit manquer terriblement de confiance en soi. Comment fait-on pour redonner cette confiance ? Eh bien justement, c'est avec ces thérapeutes, avec cette écoute, ou alors avec ce qu'on peut organiser. Par exemple, chaque année, on organise un week-end estime de soi, où là, on a, c'est pareil, des intervenants extérieurs qui viennent, et pendant tout un week-end, on emmène nos patients en extérieur, dans la vallée de la Roya, et là, eh bien, en fait, pendant ces 2 jours et demi, ils sont centrés uniquement sur eux, on ne s'occupe que d'eux et on leur donne des clés, on leur donne des outils en les faisant travailler sur, par exemple, l'estime de soi. Ça, c'est super important. L'année dernière, nous avons pu également organiser avec l'association Fightheads en partenariat un défilé de mode où c'est Pauline Ducruet qui nous a fourni tous les magnifiques habits de lumière et ils ont défilé comme des mannequins. Et ça, c'est pareil. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Ça a été une journée magique et ça, pour la confiance en soi, d'avoir pu, par exemple, défiler comme un vrai mannequin, d'avoir été mis en lumière, coiffé, maquillé, habillé, ça, c'est des choses mais qui vont rebooster des gens qui sont malades, mais vous pouvez même pas imaginer la portée que ça peut avoir. Je le rappelle, Écoute Cancer et Confort est une association qui fête cette année ses 30 ans. Merci Valérie Barry-Larraud. Merci à vous Fabien. Après un joli succès, depuis 2 ans, le gouvernement a décidé de remettre en place la distribution de bons cadeaux via l'application Carlo pour plusieurs milliers de bénéficiaires. Une opération qui, en plus de faire plaisir aux clients, ravit les commerçants. Reportage, Yannick Debever et Marie-F. B. Facile et intuitive, l'application Carlo est entrée dans le quotidien des commerçants et habitants de Monaco. Aujourd'hui, elle est quasiment devenue indispensable pour toutes les enseignes. Ça nous permet également d'attirer éventuellement une nouvelle clientèle qui nous découvre sur leur application, parce qu'ils mettent beaucoup en avant les commerçants. C'est vrai que ça nous aide aussi comme publicité, on peut dire ça comme ça, et comme visibilité. Il est vrai que sur l'Arboto, si je ne dis pas de bêtises, on est les seuls à l'avoir pour le moment. J'espère que d'autres confrères l'auront, parce que c'est vrai que du coup ça attire quand même une certaine clientèle ici aussi sur l'Arboto et c'est un peu l'objectif commun. Créé en 2019, Carlo a connu un engouement exceptionnel avec aujourd'hui 450 commerces partenaires et plus d'1 millier de transactions quotidiennes. La force de cette application monégasque, faire bénéficier aux clients de 5% de remboursement sur chaque achat effectué dans une enseigne utilisatrice de Carlo. On est quand même, selon ce qu'on pense, entre 40 et 45% de nos clients, aussi bien le matin à 6h30 que le soir à 17h, et alors entre midi et 2 encore plus, qui utilisent Carlo. Pour cette fin d'année, le gouvernement monégasque a décidé de renouveler l'opération Bon Cadeau Carlo. Plusieurs milliers d'utilisateurs bénéficieront de bons utilisables dans les commerces monégasques. C'était déjà un succès les années précédentes et cette année, la valeur des bons cadeaux sera significativement augmentée. Bon, c'est vrai que les gens attendent ça. Hein. C'est une action très importante pour nous parce que comme les utilisateurs Carlo peuvent encore prendre ces bons cadeaux et prendre leur cashback et les bons cadeaux, ça les motive vraiment de venir dans les commerces ici et à nous, ça nous fait un bon chiffre et une belle aussi des fois nouvelle clientèle. Aujourd'hui, ce sont 36 000 utilisateurs de Carlo qui investissent quotidiennement dans l'économie locale. Un cercle vertueux où tout le monde est gagnant.
Ce lundi, le Festival international du cirque de Monte-Carlo tenait une réunion d'information dans le Grand Salon du Fairmont pour annoncer son retour, une 45e édition où le festival et New Generation sont réunis pour la première fois. Urs Pils, directeur artistique, était au micro de Juliette Rappert. Après 2 années sans Festival du cirque, enfin, on peut attaquer cette 45e édition. 45 années, c'est quand même un festival de jubilé et nous avons un choix énorme d'artistes. On a plus de 150 artistes en provenance de 15 pays, de toutes les disciplines de cirque, avec la comédie, avec l'acrobatie et avec des numéros d'animaux aussi. On intègre cette fois-ci New Generation. Quelques numéros de jeunes artistes, mais qui ont déjà le niveau, on peut dire, professionnel. Il y a une certaine nervosité, une certaine tension naturellement, mais quand même la joie de pouvoir refaire du cirque domine tout ça. La joie de revoir du cirque, et ça sera du 20 au 29 janvier. Parlons sport à présent, et plus précisément de ballon ovale. Une nouvelle fois cette année, l'équipe des Impies, soutenue par la Fondation Princesse Charlène, défendra ses chances au Dubai Rugby 7. Émilie Rousseau et Arnaud Humbert ont assisté aux derniers entraînements des joueurs avant de s'envoler pour les Émirats. Voyez le reportage. C'est désormais leur rendez-vous. Les Impies partent une nouvelle fois à l'assaut du Dubai Rugby 7. Cette équipe composée de jeunes joueurs monégasques et d'internationaux défendront les couleurs de la principauté et celles de la Fondation Princesse Charlène sur les terrains situés en plein désert des Émirats. C'est un projet qui nous tient à cœur, grâce à Gareth. Depuis 5 ans, il met tout en œuvre pour qu'on parte dans de bonnes conditions. Et puis cette année, une fierté supplémentaire, puisqu'on part avec 6 petits monégasques. Plus quelques stars, donc ça leur permettra d'avoir du temps de jeu aussi et de préparer les échéances internationales qui sont très importantes pour la fédération cette année. Pour sa 5e participation, l'équipe sera en grande partie composée de joueurs qui ont déjà porté le maillot des Impies par le passé, comme Yann Soren-Cabioche ou Johan Tolosano, du côté des joueurs monégasques. Chez les internationaux, le Jamaïcain Tyler Bush et les Français Brendan Holder et Terry Bourawa reviennent avec grand plaisir vivre cette aventure unique. La saison passée avait été une bonne expérience, belle expérience, ça avait été dur la saison passée le tournoi. Mais voilà, j'ai aimé évoluer l'année dernière avec le staff que l'on a, avec l'équipe que l'on a, alors j'ai voulu réitérer l'expérience. Les Impies seront engagés cette année dans le tournoi Open. On fait un tournoi pour gagner, je pense que ça serait l'aboutissement de beaucoup de travail. Gagner et prendre du plaisir, partager et défendre les valeurs de la fédération et de la fondation. Voilà toutes les valeurs du rugby réunies dans un engagement. Le début de la compétition pour les Impies aura lieu jeudi avec 2 matchs au programme. Et nous y serons, une équipe de Monaco Info sera sur place. Sans parler de 3e mi-temps, on va quand même parler de cocktail. Et pour la bonne cause, pendant 1 an, le cocktail See You At Me a été proposé à la carte du lobby bar de l'hôtel Métropole. 1 € sur chaque vente a été reversé à l'association du musée océanographique. La remise d'un chèque de 2 000 € vient d'avoir lieu ce mardi. Et quelques informations concernant des travaux. Tout d'abord, avenue Albert II, du 21 novembre au 16 décembre. Des travaux de génie civil visant à relier les futures installations de Monaco Télécom à la zone F de Fontvieille. Ils permettront le raccordement d'un système de fibre optique haut débit. Entre le 21 et le 28 novembre, ces travaux n'engendreront pas de modification des voies de circulation. Des restrictions seront aménagées au fur et à mesure de l'avancée des travaux. Et dans un autre quartier, le gouvernement a décidé de pérenniser le giratoire Sainte-Dévote, situé face au parvis de la Chapelle, qui opère la jonction entre le port, l'avenue d'Ostende, l'avenue Kennedy et la rue Grimaldi. Eh bien, à compter du lundi 28 novembre au mercredi 7 décembre, la circulation des véhicules sera interdite avenue Kennedy dans sa section comprise entre le quai des États-Unis et l'amorce de l'avenue d'Ostende. Parlons cinéma, ou plus exactement musique et cinéma avec l'Institut audiovisuel et la prochaine programmation ce jeudi à 20h30 dans la salle Garnier. Le film Let's Get Lost. On se retrouve avec Vincent Vatrican qui va vous donner les raisons d'aller voir ce film. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle de jazz et de cinéma avec un docu en partenariat avec la SBM, Let's Get Lost. Expliquez-moi un peu le concept. Alors c'est un concept qu'on avait développé avec Jean-René Palacio il y a quelques années. C'était l'idée de pouvoir associer le cinéma à la programmation du Monte Carlo Jazz Festival.
il avait été follement emballé par cette idée. Hélas, Jean-René nous a quittés et donc on a à cœur désormais de pouvoir réaliser ce souhait après les 2 années de Covid qui ont empêché le festival d'avoir lieu. Donc Let's Get Lost, c'est un documentaire qui va de la jeunesse à la déchéance de Chet Baker. Qu'est-ce que vous inspire ce personnage ? Alors déjà, c'est un très grand musicien de jazz, trompettiste. Et le film qui est réalisé par Bruce Weber, qui est un photographe à la base. Voilà, qui est plutôt connu pour être un photographe, un grand photographe et surtout photographe de mode, qui a réalisé beaucoup de campagnes publicitaires assez connues, et qui avait réalisé déjà un documentaire sur un boxeur et réalise ce documentaire en effet assez inattendu sur le trompettiste, pour la bonne et simple raison que ça n'est pas une narration comment dire, linéaire. Il tient vraiment à raconter par le biais de l'archive, par le biais de témoignages, par le biais d'extraits de concerts ou de films, puisque Chet Baker a été un moment acteur de cinéma. On le surnommait le James Dean du jazz, Chet Baker. Et il avait une gueule. Hein. Ah, il avait une gueule. Oui, donc son idée, c'était de raconter les vies, et pas la vie, les vies de Chet Baker. Et effectivement, comme vous le disiez, entre ses débuts de trompettiste et ce visage presque angélique et la fin de sa vie, Amsterdam, absolument, au visage ravagé par la drogue et l'alcool. C'est d'ailleurs douloureux de voir ce film et cette déchéance de ce génie junkie. Hein. Ouais. Il y a une douleur aussi en tant que téléspectateur. On ne peut rien faire, on est assis sur un siège et on le voit tomber dans la... On le voit et c'est la justesse du film de ne pas porter de jugement sur le personnage, sur Chet Baker. On est plutôt dans l'association de documents, un montage qui est vraiment très réussi. Et puis, il y a même, j'allais dire, une volonté dans le montage de retrouver le caractère musical de Chet Baker, c'est-à-dire le côté balade musicale. On suit parfois des moments où la caméra suit la voiture de Chet Baker de nuit, avec simplement ce souffle de trompette derrière, et ça donne une très belle dimension au film. Allons voir donc Let's Get Lost. Merci Vincent. Merci Fabien. I got him at the best time in his life. He was just a kid. He was 22, just out of the army. He hadn't had junk yet. I got the best years and some of the best music that he ever played. And it was a thrill. Let's Get Lost, ce jeudi 20h30, salle Garnier. Place à la météo maintenant avec Yannick Debevert qui, je crois, vous annonce le retour du soleil demain. Bonsoir Yannick. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, les nuages ont fait leur temps en principauté. Le soleil reprendra sa place dans le ciel de Monaco. Un ensoleillement parfait pour le moral, même si les températures restent basses. Il ne fera pas plus de 13 degrés dans l'après-midi avec un petit 8 au lever du jour. Ce mercredi 30 novembre, dernier jour avant d'entamer votre calendrier de l'Avent, nous fêterons Saint-André. Merci Yannick. Ce journal est terminé, comme le veut la tradition. Les photos de Manuel Vitali sont consacrées aujourd'hui à la compétition qui s'est déroulée ce week-end. Compétition d'épée, et ça fait toujours de très belles photos. On se retrouve demain, même heure. Merci pour votre fidélité. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.
Thank you.